Aujourd'hui à l'Informel, je discute avec Benoît Laflamme, conférencier qui se spécialise dans la persévérance et la motivation. Avec un handicap physique depuis la naissance, il s'appuie sur son vécu pour aider les gens à se dépasser et atteindre leurs objectifs. 4, 3, 2, 1, et on roule pour un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benoît Laflamme, qui est conférencier. Benoît, un gros merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Salut, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ben, c'est cool qu'on puisse jaser avec toi. J'ai consulté un peu ton site web et tout ça. Ça a l'air super intéressant ce que tu fais. Tu parles beaucoup de motivation. T'étais-tu motivé un matin de te lever et de partir ta journée? Oui, tout à fait. T'as quasiment pas le choix quand t'es... Pas le choix. J'avais très hâte de m'en venir. Là. Je regardais les heures puis j'avais hâte de vivre cette expérience-là. Tout à fait. Oui, c'est sûr que la motivation fait partie de moi tous les jours. Hein? Ah, ouais. Définitivement. Qu'est-ce que tu fais? Mettons, un matin, tu te lèves, là, puis c'est comme... J'imagine que ça t'arrive comme tout le monde. Là, un matin, comme tu te lèves, c'est... Ah, ouais, pas sûr aujourd'hui. Je te dirais que ça m'arrive beaucoup moins depuis que je me suis lancé là-dedans. Moi, j'ai comme j'ai une routine particulière, pas particulière, mais que je suis à tous les jours le matin. OK. Puis c'est drôle parce que j'avais lu ça quelque chose écoute, ça fait longtemps que j'avais lu ça dans le livre, mais il disait que si tu te levais, puis heureusement que j'ai le bon pied, parce que il disait que si tu te levais puis que tu mettais le pied gauche en premier à terre, puis tu disais yes, oui, ou tu sais, je suis prêt, ça l'aidait. C'est comme si tu t'énergisais le cerveau d'un coup. Puis heureusement, moi j'ai le pied gauche, il me manque la jambe droite. Fait que t'es correct. Le pied gauche, correct. C'est peut-être pour ça que j'avais retenu cette chose-là, parce que je l'avais trouvé bien drôle. Je pense que ça marche pour tout le monde. Puis ensuite de ça, j'ai toujours dans mon miroir, dans ma chambre, j'ai ce que j'appelle mon vision board, qui est une 8,5 par 11. Puis c'est toutes des petites photos qui symbolisent un petit peu mes projets ou qui symbolisent qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux accomplir comme projet, c'est quoi mes rêves et tout ça. Puis je sais pas, en regardant ça, je me dis tout de suite, j'ai pas le droit de pas me rendre là un jour, puis on pourra en parler plus tard tantôt, mais j'ai fait certaines promesses à moi-même, mais aussi à d'autres, qui me poussent à me lever tous les matins, puis aussi, je fais les choses dans la journée pour essayer de toujours être fier de ma journée à la fin de la journée. Fait que je dors bien depuis ce temps-là, puis on dirait que le lendemain, c'est un automatisme. Puis depuis que je fais, tu sais, on en parlait tantôt, mais j'avais un travail avant, puis quand j'ai changé, puis j'ai décidé de devenir conférencier. J'arrivais le matin, j'avais de la misère à me lever, puis j'ai réalisé que c'est parce que j'avais des choses qui n'étaient pas réglées avant de me coucher. OK. Que tu traînes, mettons. Ouais, puis tu dors mal. Fait que forcément, souvent, les gens qui se lèvent le matin qui sont pas motivés, c'est pas un manque. Les gens confondent beaucoup bonne énergie et motivation. OK. Motivation, c'est un concept qui est très, très large, puis qui est très utilisé, puis qui est très souvent aussi, selon moi, naturellement, mal utilisé. OK. Souvent, on est moins dedans, puis ça, puis c'est pas parce qu'on n'a pas de motivation. J'ai pas personne qui se lève en disant j'ai pas le goût de rien, tu sais, à moins que ça peut arriver que tu as une mauvaise passe dans la vie, tout ça, mais mettons qu'on met ça de côté, puis on en reparlera plus tard. Ouais. Mais d'ordre général, on pense qu'on n'est pas motivé, mais c'est juste parce qu'on a une mauvaise énergie, on est comme plus fatigué. Puis souvent, c'est sur ça, si tu as mal dormi, ben c'est difficile. Même monsieur le plus motivé du monde, s'il dort bien mal sa nuit, c'est sûr que le lendemain matin, il a de la misère. Fait qu'en partant de là, je me suis assuré de beaucoup plus mettre du temps sur ma routine du soir avant d'aller me coucher. Okay. De faire attention à certaines choses pour justement super bien dormir. Puis fait que le lendemain, c'est déjà plus facile. Après, c'est de te lever. Puis souvent, j'avais vu aussi une autre conférencière aux États-Unis qui s'appelle Mel Robbins qui parlait du 5 secondes. Tout se passe dans un 5 secondes. Si tu as une décision avant ou tu as quelque chose que tu veux faire, puis on revient à se lever le matin, dès que tu as le goût de te lever, attends pas plus que 5 secondes. Si tu attends 5 secondes, après, ton énergie est passée, tu n'as plus le goût, tu vas tomber dans d'autres choses, tu vas pas, parce qu'on a des milliers de pensées qui passent dans notre tête à toutes les minutes. Fait que moi, dès que je me lève et que je dis OK, là, c'est là que j'ai le goût de me lever, parce que moi, je suis comme tout le monde, je fais un snooze. Là. Ouais. Tu sais, j'en fais moins qu'avant, mais je fais quand même un snooze. Mais à un moment donné, on dirait que quoi qui te passe dans la tête, tu dis OK, là, c'est là que j'ai le goût de me lever, mais là, tu n'attends plus. Si là, c'est là que tu te lèves. Là, je mets le pied gauche. Yes, je pars ma journée. Je regarde mon vision board. Puis après ça, c'est mon café. Ça me prend absolument mon café le matin. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui se passe après ça. Un autre motivant. C'est un accélérant, je te dirais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le soir, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Le soir, écoute, c'est très, très simple. Mais c'est que si, exemple, j'ai de quoi qui me trotte dans la tête, je l'écris. OK.
Surtout les mauvaises choses. Les bonnes choses, je sais qu'ils vont me revenir. Puis souvent, je vais me lever la nuit, mais c'est pas parce que je dors mal. C'est parce que j'ai une idée puis je l'écris. Mais c'est surtout de te libérer de ce qui te tourmente, ton stress, un accrochage avec quelqu'un, un accrochage avec ton enfant, ou peu importe quelque chose qui est négatif. Moi, je le garoche sur papier. Puis on dirait que de l'écrire, puis c'est pas tous les jours que ça arrive. Il y a des journées que tout super bien été dans ma journée, j'ai pas besoin de faire cette étape-là. Mais quand ça arrive, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui va m'empêcher de dormir. Tu sais, tu le sens, tu arrives au soir, puis t'es plus brûlé de ta journée. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a joué dans la tête. Ouais. C'est psychologique. Oui, puis en psychologie, je lis pas mal sur la psychologie, puis ce qui explique, c'est que les sentiments négatifs restent, puis les positifs, même si tu en as vécu, le négatif va toujours... Tu tasser par le négatif. Fait que le négatif, faut que tu l'élimines le plus possible. Puis je trouve que moi, en l'écrivant, c'est ta façon. Souvent, c'est pas long. Là. Des fois, ça va être 2-3 paragraphes. Là, ou des fois, ça va être rien qu'une phrase qui veut tout dire. Puis on dirait que de le sortir, ça me fait du bien. Après ça, c'est définitivement de ne pas regarder les nouvelles. Moi, la journée que j'ai arrêté de regarder les nouvelles, là, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est rien que des mauvaises nouvelles. C'est niaiseux, mais ça me reste dans la tête. Tellement vrai. Je lis... Moi, mes nouvelles, je les prends le matin avec la radio, avec les enfants, puis en faisant le déjeuner, puis tout ça. Je manque pas de nouvelles pareilles. Fait que je sais pas, on se rendrait qu'il y a une énergie différente dans le bulletin de nouvelles le matin à la radio. Que de regarder à la TV les images puis toutes les choses qui vont pas bien. Fait que ça, j'ai éliminé ça de ma vie complètement. Puis j'essaie de me garder un petit bout de lecture. Là. Je suis pas quelqu'un qui... Je me préfère regarder des vidéos, mais tu sais, de regarder toute la TV tout le temps puis des vidéos tout le temps avant de te coucher, il paraît que c'est moins bon. Fait que j'essaie de me garder toujours un petit livre. Souvent, je finis même pas mes livres, mais au moins juste de lire. Fait que petit bout d'écriture, garocher ce qui est pas bon. Ensuite de ça, de ne pas regarder les nouvelles puis de faire une lecture positive, une bonne lecture, quelque chose que j'aime lire. Après ça, je m'endors. Souvent, je m'endors sur le livre. Fait que, après ça, pouf, je me relève le lendemain matin. Prêt pour repartir. Ouais. Puis surtout, d'éviter le plus possible les chicanes le soir, pour ceux qui sont en couple. Définitivement, essaye de te chicaner le lendemain matin que de te chicaner le soir. Parce que le soir, ça te reste dans la tête, ton subconscient leur travaille. Puis moi, pour moi, ça, en tout cas, ça me réussissait pas. Une chose que tu parlais souvent dans les vidéos que j'ai consultées sur ta page web, c'est de l'engagement. Quand tu parles d'engagement, tu veux dire t'engager envers toi-même ou... Ça, s'engager envers soi-même, c'est suffisant. C'est souvent insuffisant. OK. Parce que t'es le premier à qui tu vas trahir. T'es le premier à qui tu vas te dire « Ah, ouais, finalement, je vais faire d'autres choses. » Ou « Ah, je m'étais engagé assis, mais on se trouve constamment des excuses. Puis c'est ce qui fait que souvent, on est bloqué puis qu'on va pas de l'avant avec nos affaires. Moi, quand je parle de l'engagement, je parle du pouvoir de l'engagement, mais c'est le fait de s'engager auprès de quelqu'un d'autre. Moi, je me suis engagé 2 fois dans les derniers 2 ans de façon majeure. J'ai eu une passe avant d'être conférencier où j'ai eu ce que j'appelle ma petite période noire. Là. J'ai eu beaucoup de remises en question. Ça allait pas bien dans mon emploi à cette époque-là. Je me sentais plus sur mon X un peu partout dans ma vie. Fait que j'ai fait une grosse comment est-ce qu'on appelle ça? Introspection, oui. J'ai pris un break. J'ai arrêté de travailler pendant un bon bout de temps. Je me suis reconnecté avec moi-même. J'ai revu toute ma vie future que je voulais. J'ai complètement revu ma vision. Puis c'est là que j'ai eu pas une vision, là, mais j'ai eu comme le vouloir de devenir conférencier, de partager mon message, d'être plus connecté avec les gens. Moi, j'étais un gars qui est très... qui aime beaucoup être en la présence des gens. Puis je trouvais que d'aller faire un projet de conférence, c'était la meilleure façon de moi-même, de non seulement me reconnecter avec moi-même, mais de me connecter avec les autres, parce que j'ai découvert qu'il y avait 2 besoins. Souvent, on a plein de besoins dans la vie. Là. On a besoin de confort, on a besoin de sortir de notre zone de confort aussi et tout ça. On a besoin d'amour, de connexion, mais il y a 2 gros besoins que j'ai compris moi, en allant dans un événement, dans une introspection, dans un événement spécifique, qui est la contribution, puis le besoin de grandir. Puis souvent, lorsqu'on contribue dans quelque chose, lorsqu'on aide les autres, bien, on grandit 2 fois plus vite. Puis ces 2 besoins-là font que lorsque tu trouves ce que tu aimes faire naturellement, bien, tu te sens beaucoup plus sur ton X. Fait que moi, c'est là qui a un peu développé le goût de faire. Je me disais, je savais pas dans quoi redonner. Puis c'est là que de faire des conférences, au début, c'était plus comme pour partager mon message dans le but. Mon premier objectif en tant que conférencier, puis celui-là encore d'ailleurs, c'était de vraiment de partager ce que moi j'ai appris
en ayant un handicap, mais aussi dans toutes mes autres expériences personnelles et professionnelles pour aider les jeunes, aider les autres à se dire « Ah, OK, moi, j'avais peut-être pas vu ça comme ça. » Puis, tu sais, il suffit d'une chose que tu retiens puis qui fait une différence après dans ta vie après. Moi, j'avais ce vouloir-là de contribuer à ça. Puis, pour vrai, ça a changé ma vie complètement. Je suis plus la même... Pas que je suis pas la... C'est pas vrai que je suis plus la même personne. Je suis redevenu la personne que j'étais avant d'avoir une petite période un peu plus difficile. Fait que lorsque j'ai voulu, pour revenir à l'engagement, lorsque j'ai voulu me sortir de cette période-là, à cette époque-là, je me suis engagé auprès de mes 2 filles. Mes 2 petites filles. À l'époque, mes filles avaient 9 puis 10 ans. Puis j'ai dit à mes filles, j'ai dit, cocotte, papa va, parce que j'étais down, j'étais en burn-out, on va dire. J'avais fait un burn-out, puis fait que j'ai promis à mes filles que je me sortirais de ça, que je ferais tout ce qui était à mon pouvoir, puis tout ce qui était possible comme ressources. Des accompagnateurs, il y avait de la thérapie, il y avait le médecin, il y avait le sport, il y avait ma famille, il y avait plein de moyens de me relever de ça, puis de vraiment redevenir qui j'étais. Mais on dirait que ça n'embarquait pas. Puis la journée que j'ai promis à mes 2 filles que j'étais pour me sortir de ça, de me relever de ça, puis de redevenir qui j'étais, puis d'aller au bout de mon projet de devenir un conférencier, ça a été ce qu'on appelle en anglais un game changer. Ça a été un déclic, complètement. Parce qu'après ça, le lendemain, là, tes enfants, ils t'oublient pas. Là. Quand tu fais une promesse là, à un enfant, là, promets quelque chose à un enfant, et si tu l'oublies, c'est sûr qu'il va revenir. Tu as dû avoir peur de les décevoir dans certaines façons? Oui, mais en même temps, je me dis, si je... Puis je le faisais aussi pour mes enfants, tu sais, je veux dire, par la bande. Fait que je trouvais que c'était les bons envers qui m'engager. Puis c'est ça qui te pousse, justement. C'est que, tu sais, on est mal fait parce que on a peur de décevoir les autres, mais moi, on dit qu'on n'a pas peur de se décevoir soi-même. C'est vrai, bien. On est les premiers à se décevoir puis à avoir plein d'attentes devant nous autres, puis on est déçus. Fait que, je sais pas, ça a été un réflexe de le faire avec mes enfants. Puis plus les semaines avançaient, plus surtout ma plus grande, parce qu'elle était un peu plus vieille, elle comprenait un peu plus, elle me revenait constamment. Puis papa, c'est quand ta première conférence? Papa, c'est quand ta première conférence? Papa, quand est-ce que tu... Là, j'y avais aussi dit qu'un jour, j'écrirais un livre. Puis là, dernièrement, mais là, les conférences, ça va bien, là, elle m'en parle plus. Mais là, la semaine passée, papa, tu vas-tu l'écrire ton livre? Fait que, Colin, ça te pousse. Puis que je le dis, là, j'ai des frissons. Là. Ça te pousse constamment dans le derrière. Puis moi, j'ai trouvé que c'était... On sous-estime ce pouvoir de l'engagement-là. Puis souvent, quand les gens, mettons, ils ont des objectifs ou... ils ont des rêves ou ils ont des projets, ben la première question que je leur demande, c'est avant, c'est quoi le projet, de quelle façon tu vas y arriver et tout ça. Puis après ça, c'est envers qui tu t'es engagé. Puis là, tout le monde va me dire, je me suis engagé avec moi-même, tu sais, je veux ça. Non, ça te prend quelqu'un en qui t'es engagé. Puis il y a plein de formes, il y a plein de personnes. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un collègue de travail, un ami proche, ça peut être tes enfants. Moi, ça a été mes enfants à ce coup-là. Ça peut être un mentor, un coach, mais définitivement que ça fait une grosse différence. Mais là, si ta fille est arrivée avec ça, j'imagine que ça veut dire qu'avant que tu en arrives là, tu mijotais ce projet-là depuis un petit bout pareil? Oui, ça faisait plusieurs années que je voulais... en fait, pour faire une histoire longue, courte, quand j'étais... il y a on recule de peut-être à peu près 4-5 ans, j'ai une amie qui est professeure. Elle est professeure dans une école primaire, puis est venue la semaine de la persévérance. À cette époque-là. On recule il y a un bon 4-5 ans. Tu sais, moi, c'était pas dans... J'ai toujours aimé faire des présentations, j'ai toujours aimé être avec le public et tout ça. Puis je viens du domaine de la publicité et du marketing et tout ça. Fait que c'est sûr que j'avais quand même ce côté-là. Puis là, elle m'a appelé et elle m'a dit « Hey Benoît, c'est la semaine de la persévérance, puis... on veut inviter un conférencier, puis elle dit, moi, quand je pense à persévérance, elle dit, c'était le premier à qui je pense. Puis elle me connaît depuis que je suis tout petit. Là. Fait que je dis, Colin, intéressant, j'ai jamais fait ça, fait que, go, ça me tente. Fait que elle dit, garde, pour pas que ça soit stressant, tout ça, je vais faire comme un format question-réponse, un peu comme on fait aujourd'hui. Fait que je vais te donner les questions en plus d'avance. Ce que toi, t'as pas fait. Puis je dis, OK, parfait, ça va m'aider, je vais préparer mes réponses. Puis elle dit, on va se faire une petite entrevue, puis juste comme ça, je suis sûr que ça va faire du bien aux élèves.
Fait que go, je me lance, j'arrive là. Elle me dit là, quand j'arrive là, elle dit je te l'ai pas dit, je voulais pas te stresser, mais ce sera pas juste ma classe, il va y avoir 5 classes finalement. On a la grande salle, on a un micro, on a un speaker, on t'attend. Wow. Oh OK. boy, là, le niveau de peur puis de stress embarqué, mais j'étais là. Fait que T'as comme peu le choix. Là. Ben, j'ai plus le choix, faut que j'y aille. C'est un ami, ça. Oui, c'est un ami. C'est une bonne amie parce que aujourd'hui, quand je compte mes conférences et comment j'ai commencé, c'est définitivement là que le déclic s'est fait. Okay. C'est là qu'après cette heure-là, là, si tu savais l'énergie que j'ai ressentie puis le sentiment de contribution que je parlais tantôt, j'imagine. J'avais l'impression vraiment d'avoir, peut-être, on ne le sait pas, mais je le souhaitais en tout cas, avoir fait une différence peut-être dans les prochaines années de ces enfants-là. Puis quand j'ai fini la conférence puis que je quittais, il y a un élève qui est venu me voir puis qui a couru après moi avant que je parte. Puis le témoignage que cet enfant-là m'a donné, là, me dit que ce que j'avais fait pour elle, ce qu'elle venait de réaliser. Un enfant, 5e année, là. J'ai fait OK, moi, je voudrais faire ça dans la vie. Je voudrais définitivement avoir la chance de faire ça à plus grande échelle. Fait que l'idée est germée comme ça reste comme ça. 2 années passent. Je continue dans mon train-train quotidien, dans ma job que je faisais de tous les jours. J'avais mis mon projet de côté. Je m'étais juste dit ça à moi-même. Là. Oh, je vais faire ça un jour. 2 ans après, elle me réinvite une autre fois. Ça reclique encore, ça remarche encore. Finalement, ça reste comme ça. Puis là, dans le dernier 18 mois, en 2017, mon père est tombé malade. Mon père est décédé. Et après ça, le travail, ça allait plus bien. C'est là que j'ai arrêté de travailler. J'ai été 8 semaines arrêté de travailler. Puis c'est là qu'à un moment donné, après avoir passé la passe où que ça allait moins bien, puis que là, je commençais à reprendre mon énergie, je reprenais goût à refaire des choses. C'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, là, mettons que je fais pas ce que je fais en ce moment. Mettons que je me réinvente. Tu ferais quoi? Mettons que je me recrée, que je me refais une nouvelle vision de moi-même, autant personnelle qu'avec ma famille, qu'avec ma vie personnelle, puis surtout ma vie professionnelle. Je ferais quoi? Et c'est là que l'idée de faire des conférences est définitivement revenue, là, comme pouf. Ça a été comme évident. Là, j'ai commencé à en parler avec la famille, j'en ai commencé à parler avec des amis, puis c'est là que je me suis engagé auprès de mes enfants. Je dis, papa, il va essayer, il va le faire. Puis je savais qu'en faisant ça, ça me remettrait complètement sur ça. Je sais pas, j'avais comme un feeling qu'il fallait que je fasse ça. Puis à date, je me suis pas trompé. Je veux dire, à chaque fois que j'en fais, j'ai un bonheur immense. Puis c'est une adrénaline, hein, aussi. C'est une adrénaline avant d'embarquer. Imaginez. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Fait que c'est comme ça que j'ai fait le processus. Puis après ça, j'ai pris des décisions professionnelles qui m'ont amené à pouvoir me libérer puis à partir de ce projet-là un petit peu plus à temps plein. Fait que c'est pas mal ça qui est comme ça que c'est ça. On en est là aujourd'hui, on fait une entrevue, un podcast. Mais je suis curieux de savoir parce que je suis sûr que c'est pareil pour bien d'autres personnes qui veulent partir un projet. Souvent, tu vas arriver, moi j'ai toujours l'image un peu, tu pars un projet, tu es comme en bas d'une montagne puis il y a ça à monter. Là. Oui. Tu as dû sentir ça, j'imagine, oui, un peu de tout à fait. OK, il faut que je réussisse ça. Là. Pour répondre à ta question, il y a quelque chose que moi j'appelle souvent dans mes conférences puis dans mes rencontres que j'ai avec les gens, j'appelle ça mes 5 piliers de la réussite. Okay. Il y a 5 grandes étapes, moi que je pense, pas des étapes, c'est plutôt des piliers parce que souvent ils vont s'entremêler puis mais c'est 5 choses super importantes qu'il faut considérer pour réussir, selon moi, à peu près n'importe quel projet à différentes échelles. Il y en a qui ont différents projets que d'autres, il y en a que c'est des plus grands, il y en a que c'est c'est d'autres, mais il n'y a pas de grandeur ou de choses petites ou de grandes dans des projets, c'est propre à chacun. Mais pour en venir à bout, puis comme tu dis, c'est une montagne. Hein? Puis souvent, il y en a d'autres qui vont dire aussi, tu sais, comme marche une butte, une petite côte, une petite butte à la fois, à un moment donné, tu vas te rendre en haut. La première chose, c'est définitivement d'avoir un projet, d'avoir un rêve. Faut que tu le visualises tellement clair. Là. Faut que ça soit... C'est comme si tu te fermais les yeux. Moi, quand j'ai pensé à mes projets de conférence, là, je me fermais les yeux puis je me voyais sur un stage devant 500 personnes. Okay. Mais j'ai pas commencé avec ça, là. C'est sûr. Puis c'est d'avoir vraiment une vision très claire. Puis de là, le vision board que je parle, moi, je t'ai acheté des images. J'ai pris une image d'une salle comble. J'ai pris une image d'un micro. J'ai pris une image d'un livre parce qu'un jour, je voulais en venir là. Je suis pas encore rendu à faire finir mon livre et tout ça, mais il est là, il est dans l'air. Il fait partie de ma vision de mon projet. Fait que ça, c'est la première étape. Parce que si tu sais pas ce que tu veux, ben c'est sûr que
c'est difficile. Puis j'imagine que des fois, tu peux avoir une image un peu floue. Tu dis, c'est quelque chose dans ce genre-là, mais pas encore. Part avec ça, elle va se développer au fil du temps. Mais si tu attends d'avoir l'image, le projet parfait, puis de tout le décortiquer, ça n'arrivera jamais. Ça va venir plus tard, ça. C'est dans la suite des choses. Fait que c'est vraiment d'avoir un grand projet. Puis souvent, moi, j'aime avoir comme un grand projet, un grand rêve, puis après ça, un plus petit. Puis ça, c'est comme mon plus petit. Ça, c'est ma butte dans ma montagne. Fait que quand j'atteins ce petit projet-là, ben je me dis, je me rapproche de mon plus grand projet. Puis là, je m'en trouve tout de suite un autre. C'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi mon prochain petit projet? Mais toujours dans l'optique de me rendre vers mon grand projet. Après ça, la deuxième chose, c'est que souvent, ce qu'on bloque, puis c'est ce qui fait que la majorité des gens vont souvent se décourager ou arrêter là, on a peur. C'est clair. On a peur. Il faut surmonter nos peurs, puis il y a différentes peurs, mais les plus grandes peurs qu'on a quand on part dans quelque chose, puis dans les projets qu'on fait, moi, j'ai appris qu'il y a deux principales peurs. C'est qu'on a peur de ne pas être assez bon. Ça, c'est ça qui nous bloque cette idée. On dit, moi, tu es capable de faire ça. Puis souvent, on est notre pire ennemi, tu sais, comme je disais tantôt. On va être le premier à se le dire. Puis on a peur de ne pas être assez bon, puis on a peur de ne pas être aimé. Dans le sens qu'on a peur de se faire juger, on a peur de dire, qu'est-ce que les autres vont dire, moi, tu sais, être bon, moi, tu sais, être ici, de quoi. Puis surtout quand tu décides de faire quelque chose de public, c'est encore pire. C'est encore pire. Puis, fait que la deuxième étape pour moi, c'est vraiment de trouver les moyens de surmonter tes peurs. Puis la meilleure façon de surmonter les peurs, c'est de se lancer, de se gorocher dans l'inconnu. C'est de sortir de sa zone d'engagement. Puis pour moi, ça a été de faire des premières petites conférences. La première que j'ai fait ça dans une des entreprises de Remax à Montréal. C'était la numéro 2 à Montréal. Puis on était déjà on avait déjà la relation fournisseur-client. C'était une de mes clientes dans une entreprise que je travaillais. Puis, elle faisait une espèce d'événement annuel avec tous ses employés. On avait à peu près une vingtaine d'employés. Puis, c'est drôle parce que c'était le thème de l'engagement qu'elle voulait. Elle voulait plus d'engagement de la part de ses employés en 2018 à l'époque. Puis elle dit, Benoît, on invite toujours un conférencier pour à peu près 1 heure, 1 heure et demie dans le milieu de notre journée. Puis moi, je venais juste de décider de faire ça, là. Puis j'avais partagé ça avec elle lors d'un dîner d'affaires, là, vraiment comme hors contexte complètement. Fait qu'elle dit, ça, on aimerait ça que tu viennes. Là, tout de suite, qu'est-ce qui embarque? Là, j'étais à l'étape de, je vais-tu être bon? Moi, tu être assez bon? Je suis pas prêt, je suis pas ci, je suis pas ça. Puis là, je me dis, non, faut que j'y aille. Puis à la limite, si je me plante, ben c'est juste bon parce que je vais apprendre énormément, tu sais. Fait que je suis allé. Puis là, ça a été un premier déclic. Quand je suis revenu, ça a été super bien. Puis parce que souvent, on s'imagine tellement trop de scénarios de peur pour rien. Là. Il n'arrive pas à 99% des choses qu'on s'imagine qui va arriver. Là, quand on est en mode peur, là, ça n'arrive pas. Puis ça a super bien été. Fait que ça, c'était comme ma première étape. Après ça, ça a été à un moment donné, là, dans le processus de mes conférences, je ne les compterai pas toutes parce qu'il y a eu plusieurs étapes, mais à un moment donné, j'ai une bonne connaissance qui est un producteur aussi, puis il organisait des soirées d'humour avec un humoriste de la relève, puis je l'avais rencontré, moi, pour voir s'il n'y avait pas moyen de développer mes conférences dans le corporatif. Puis il me disait, j'ai quelque chose pour toi. Tu une couple d'anecdotes drôles là, que tu pourrais raconter. Là, je voyais pas en tout ce qui s'en allait. Ben, je dis, oui, là, c'est sûr que j'en compte un peu. Là, mais c'est parce que je fais une soirée d'humour, puis j'ai pas de première partie. Ça te tente-tu de venir faire le stage de première partie dans un bar? Là, c'est dans un bar, les gens sont pas là pour moi. Ils me connaissent pas. Moi, j'étais un conférencier, je parle de persévérance, d'estime, de confiance, de motivation, puis là, il faut que je vienne faire un show d'humour. Là. Fait que là, ça me sortait complètement de ma zone de confort. Puis quand ça te fait peur, puis quand ça te terrifie tellement que tu dis à la dernière minute, je vais te choquer, bien, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. C'est exactement la raison pour laquelle il faut que tu le fasses. Puis moi, juste parce que ça me faisait peur, juste parce que je voyais que ça avait aucun sens, je me disais, je vais apprendre, puis ça va me rendre plus confiant pour les prochaines. C'est exactement ça. Fait que la deuxième étape, c'est de surmonter ses peurs. À chaque fois que tu as un projet, comme je disais aux élèves dans des conférences dans les écoles que je fais, je dis, si tu as un projet, tu as un rêve, puis tu n'as pas assez peur, bien, ton projet n'est pas assez gros. Ton rêve n'est pas assez gros. Faut que tu le vois encore plus loin. Puis celui qui te faisait pas si peur que ça, garde-le comme première étape. Premier bon projet. Il te fait peur un peu, là. C'est comme faire tu sortes de ta zone de confort un peu, mais c'est pas comme tu te sens capable. C'est celui-là que tu as à la chienne. Là. Si t'as pas à la chienne, ben il est pas assez gros encore. J'aime ça. Fait que là, de faire ça dans un bar, c'était comme OK, oh boy, tu sais. Puis ça, encore là, ça a super bien. Il y a quelque chose qui se passe quand j'arrive sur. Puis tu sais, moi, je m'écris des grandes lignes, là, mais comme juste des sujets ou des anecdotes ou des thèmes que je veux couvrir, mais
j'avais appris d'un bon conférencier qui a dit, si tu peux ne pas tout écrire, puis laisser place un peu à tu suis ton histoire, mais tu t'en vas, mais à chaque conférence, tu écouterais les 3 conférences l'une après l'autre. Il y a une structure qui suit, mais je raconte jamais l'histoire de la même façon. Fait que c'est arrivé sur le stage comme ça. Mais écoute, ça me faisait... C'est une joke que je fais aussi des fois dans les conférences. J'arrivais puis je disais, écoutez, c'est la première fois que je fais ça, je suis tellement nerveux, là. J'espère qu'on verra pas mes 2 genoux qui claquent ensemble. Fait que, tu sais, je n'ai qu'un. Fait que c'est... Fait que... C'est une bonne façon de briser la glace. Ouais, ça a brisé la glace. Puis le pire, pire, c'est que celle-là, je l'avais même pas écrit. Puis à mes sorties tout seul, parce que là j'étais tellement nerveux, j'avais mal au cœur, je pensais de vomir sur le stage. Puis en sortant cette joke-là, ça a venu comme tout détendre. Après ça, fait que là, à chaque conférence, c'est pas toujours la même, mais j'arrive toujours avec une joke. Toujours avec une joke. À l'école que je viens de faire une conférence dernièrement, c'était à la salle publique avant qui est devenue la ESG. Tu connais la salle des jardins, moi, j'ai fait la conférence dans la salle de jardin, mais à la grosse salle à dîner, avant, dans notre temps, c'était à la salle publique. Puis là, je sais que les jeunes revenaient de dîner, puis tout ça, j'ai juste fait la joke, vous venez de la salle à dîner. Moi, dans mon temps, c'était à la salle publique. Puis en parlant de la salle à dîner, je dis, je suis allé tantôt manger, puis tout ça, puis je sais pas si vous l'avez vu, mais vous auriez pas croisé ma jambe par hasard, je l'ai perdue, je la charge depuis tantôt. Fait que les jeunes ont trouvé ça bien drôle. Fait qu'à chaque fois, je fais toujours une petite joke au début, juste pour casser. Fait que ça, c'est comme mon moyen à moi de surmonter ma peur. Après ça, c'est définitivement de surpasser tes limitations. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, j'ai voulu faire de la skateboard, j'en ai fait. J'ai voulu faire du karaté, j'en ai fait. Aujourd'hui, je joue au golf. Mais si je m'arrêtais à ma limitation physique, tu sais, une limitation, ça peut être une limitation physique, ça peut être une limitation mentale, ça peut être n'importe quelle limite. Il faut que tu surpasses ça. Puis la dernière étape, c'est définitivement de persévérer à tous les jours. J'en ai passé un. C'est le... Je vais t'avouer que je les ai pas comptés. Premier, avoir un rêve, un projet. Deuxième, surmonter ses peurs. Troisième, faut que tu surpasses tes limitations. Quatrième, ça te prend un plan d'action. Ça, tu l'avais pas dit. Ça, je l'avais pas dit. Ça te prend définitivement un plan d'action. Puis un plan d'action, ça peut être très, très court, comme ça peut être très long. Ça, encore là, c'est propre à tout le monde. Mais si tu t'écris pas les étapes que tu veux franchir, tu sais, les petites buts, et définitivement, qu'est-ce qu'il faut absolument, clairement, que tu dois accomplir pour te rapprocher de ton projet. Il y en a qui vont aller plus dans le détail, mais sinon... Faut je t'interromps dans quelques secondes, je m'excuse. Et je veux juste prendre le temps de dire à tout le monde qui nous écoute, merci d'avoir été à l'écoute sur ma TV et TVC Bassiev. Pour le reste de l'entrevue, toujours sur le web, au www.tvc.qc.ca. Merci tout le monde. Excuse-moi, mais là, es-tu capable de reprendre le fil de ton idée? Oui, tout à fait. Parce que je t'ai rendu, en fait, ça te prend un plan d'action. Dans les 5 piliers que je disais, puis après ça, c'est la persévérance. C'est bien beau d'avoir un rêve, c'est bien beau d'avoir un plan d'action, c'est bien beau de surpasser ses peurs tout le temps, même d'aller au-delà de nos limites. Mais si tu te dis, OK, moi, si à chaque petite épreuve ou parce que ce qu'on dit pas souvent dans toutes ces affaires-là, c'est qu'à un moment donné, tu vas en avoir des claques d'en face. Tu vas aller frapper les murs. Il n'y a rien de parfait. Là. Il arrive toujours à un moment donné un obstacle. Puis c'est la persévérance. Pour moi, la persévérance, c'est ça. C'est d'avoir une attitude zéro excuse. Là, puis comme constamment de te surpasser pareil. Puis de jamais lâcher. Jamais lâcher. Puis la persévérance, ça devient une personnalité. Ça devient un trait de caractère, en fait. C'est quelque chose qu'il faut que tu fasses à tous les jours. Tu sais, c'est pas comme je vais persévérer la semaine prochaine. Non, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est pas demain. Puis oublie hier. Hier, tu peux pas revenir à hier. C'est fini. Fait que hier, là, tu l'as écrit dans ton petit livre, là, ce que tu avais manqué puis ce qui t'avait chicoté, là, c'est écrit, c'est oublié. Puis c'est la persévérance qui te sort d'à peu près tout, je pense, selon moi. Autant des mauvaises choses, autant des choses difficiles de la vie que des bonnes choses aussi. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est un incontournable. C'est plus qu'un pilier, c'est une façon de vivre, la persévérance, selon moi. C'est quasiment, c'est ça, au jour le jour, puis parce que chaque jour, dans le fond, amène son lot d'épreuves, si tu veux. Oui, puis souvent, ce qu'on sous-estime aussi, c'est que chaque journée apporte son lot de belles choses aussi, puis de réussite. Qu'on les remarque tellement moins aussi. On les remarque tellement moins, puis c'est important de les remarquer puis de les souligner. Moi, je souligne chaque petite victoire. Des fois, ça peut être juste d'acheter un petit vin que j'ai payé un peu plus cher parce que j'ai accompli une petite étape qui vaut pas le gros party là, ou la bouteille de champagne. Mais ça vaut une petite réussite pareil.
Puis... la petite tape dans le dos que tu te donnes. La petite tape dans le dos, c'est ça. Ça peut être une sortie avec mes enfants, que normalement, on a reporté cette sortie-là. Ça prend des récompenses. Puis souvent, ce que je vais emmener à la persévérance, c'est que souvent, on va avoir des réussites, puis on va être comme, hey, c'est parfait, je suis accompli, je suis bon, je suis ici. Et là, on persévère moins vers l'accomplissement de notre gros projet parce que, tu sais, comme, quelque chose arrive de bon, tu le soulignes, tu le fêtes, mais après ça, c'est next. What's next? Mm-hmm. Ça arrête pas là. Tu peux pas t'arrêter. Ouais. Tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers. C'est ça. C'est ça je voulais, c'est l'expression que je cherchais. Fait que la persévérance fait partie de tout. Puis tu sais, Pandy, la persévérance, il y a la persévérance personnelle, persévérance à travers nos épreuves de la vie, mais aussi persévérance avec notre famille, nos enfants, nos amis, dans notre travail, des persévérances sportives. Persévérance des fois dans nos finances aussi, il faut faire attention à... Puis avec les jeunes aussi, on le voit, là, l'éducation financière dans les écoles, ils n'en ont pas de cours, là, vraiment. Fait que je trouve que la persévérance fait partie d'à peu près toutes les sphères de notre vie. C'est pour ça que j'aime ce thème-là. J'imagine que c'est un thème qui est incrusté en toi, entre autres, à cause que tu es né avec un handicap. Ben c'est ça, en étant né avec un handicap, ma première exemple de persévérance, moi, ça a été mes parents, définitivement. Si j'aurais pas eu les parents que j'ai eus, je serais pas ce que je suis aujourd'hui, c'est sûr, dans le sens que je serais pas capable de me débrouiller autant que je me débrouille aujourd'hui. Moi, ma mère, quand j'ai appris à marcher, en fait, j'avais pas de prothèse quand je suis venu au monde. Hein? Je suis pas venu au monde avec une prothèse. C'est clair. Puis, fait que mes parents m'avaient donné le truc de me tenir après les meubles pour être capable de me déplacer sur une jambe en sautant. Tu sais, je sautais, mais je sautais d'un meuble à l'autre. Puis c'est comme ça que j'ai appris, moi, à me déplacer. Après ça, ils sont arrivés à l'âge de 2 ans avec un cadeau qui n'était pas le dernier Star Wars. Là. C'était vraiment une prothèse. Fait que, puis là, j'ai appris à marcher avec ça. Fait que ça a été difficile parce que, bon, c'était nouveau et tout ça. Tu sais, souvent, quand on a des choses de nouveau, on est comme réticent un peu, on a peur du changement, mais c'est bon pour les enfants aussi. Fait que là, à force de persévérer avec ça, à force de mes parents insister à ce que je me débrouille avec ça, ben j'ai réussi à me débrouiller. Puis ma mère, à un moment donné, quand elle a décidé que, OK, là, il faut vraiment qu'il déclic, il faut que le petit, il clique, qu'il faut qu'il se débrouille par lui-même, puis que maman ne sera pas toujours à côté de lui, ben elle m'a pris, puis elle m'a mis carrément en plein milieu de la rue. Elle m'a pas mis sur l'autoroute 50, on s'entend. Là. Elle m'a mis sur le bord du trottoir dans notre petite rue de quartier. Puis elle est rentrée dans la maison. Son objectif, c'était que parce qu'elle savait que je tomberais. Puis elle voulait que je me relève puis que je me rende à elle toute seule. Puis ça n'a pas dû être facile parce que moi, je suis tombé, je pleurais, je réclamais ma mère. Tous les voisins regardaient puis ils traitaient ma mère de sans cœur. Puis ma mère était dans la fenêtre, puis elle a juste ouvert la porte, puis elle a tenu son bout, puis elle a dit « Non, mon gars, tu te lèves, j'irai pas te chercher, t'es capable de te lever, on l'a fait des centaines de fois. Lève-toi, marche vers maman, puis quand tu vas te rendre à maman va s'occuper de toi. » Ben, après une couple de minutes, je l'ai fait, puis ça a été... Je peux pas me rappeler de l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, mais ma mère, elle m'a dit, quand elle me l'a conté, cette histoire-là, écoute, dans ta face, ça a apparu, il y a comme eu un déclic qui s'est fait. Puis ça a été aussi... puis ça, pour moi, c'est de la persévérance pure, là. Parce que comment de fois qu'on va reprendre nos enfants s'ils tombent un peu, on va leur dire « Hey, t'es sûr que tu vas être capable de faire ça? Ouais, fais attention à ci, fais attention à ça. » Ouais, moi, si ma mère arrêtait comme ça, puis mes parents arrêtaient comme ça, j'aurais jamais pu faire de la gymnastique, du skateboard, du vélo aujourd'hui, du golf. Fait que c'est super important. Fait que la persévérance, elle fait partie de ma vie depuis que je suis au monde, puis elle fait partie encore aujourd'hui. Mais as-tu eu des étapes en grandissant où ce que tu as ressenti, par contre, où ce que tu te battes avec toi-même et dire oui, je suis capable? Ou bien si c'était tellement incrusté depuis que tu étais jeune. Parce que moi, je me souviens, au secondaire, je te voyais en skateboard. Ça paraissait d'un gars qui n'y avait pas de trouble, comme tu n'avais toujours fait. Mais je me demande s'il n'y a pas eu des. Je te donne un exemple comme ça. Mettons, tu as des amis qui vont à vélo. Tu me dis que tu as fait du vélo, mais il t'est arrivé un temps où tu as fait comme OK, ça, comment je vais faire? Là, ou c'était comme non, pas de trouble, moi, je sais pas. À l'âge adulte. Ah ouais? Ouais. Je me suis jamais posé la question ou dit hey, je vais être capable dans toute ma période de jeunesse, adolescence, début de l'âge adulte. C'est-tu la première fois quand est-ce que je me suis demandé si je serais capable? C'est quand j'ai décidé que je voulais faire des conférences. OK.
Ouais. On n'a comme pas peur quand on est jeune. Ouais. Tu sais, veut pas, là, puis on a plus de facilité à surpasser, là, puis on est surtout moins dur avec nous autres mêmes quand on est plus jeune. Quoique là, la génération d'aujourd'hui, probablement un peu à cause des parents, je pense. Là, je pense qu'on met beaucoup de pression sur nos jeunes aujourd'hui, fait que on voit de plus en plus d'anxiété de la performance, puis tout ça. Mais moi, dans mon temps, là, on y allait, puis écoute, on n'avait pas peur de rien, puis... Fait que oui, pour répondre à ta question, quand je suis arrivé au moment que je dis OK, là, je veux faire des conférences, quand tu passes l'étape, OK, c'est ça que je veux faire, là, je suis sûr, là, c'est exactement ça. Là, après ça, là, tu te retrouves, OK, ben là, c'est vrai, là. Faut que je me lance. Mais là, j'ai eu pas des doutes, mais oui, je me suis demandé, m'as-tu être... Mais c'était pas que je m'as-tu être capable. C'était plus, en fait, ça revenait à nos peurs que je parlais tantôt. Je me suis plus eu une petite peur de dire, bon, je vais être assez bon, qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que les gens vont aimer ce que je vais dire? Est-ce que. Fait que oui, j'ai eu des petites craintes, si on veut. Mais encore là, j'étais tellement mindé, puis je suis tellement mindé persévérance. Fait que je me dis non, je vais être capable. Mais il faut que je fasse un travail sur moi-même. Il faut que je me revienne à la source. Je me reconnecte avec moi-même, puis que je pense à qu'est-ce qui me motivait avant, parce que j'y ai pensé à ça quand j'avais ces moments-là. Je me disais, qu'est-ce qui me... Quand je suis arrivé, j'ai eu le goût de la faire de la skateboard, là. Quelle énergie, quel état d'esprit j'ai dû avoir dans ce moment-là. Fait que j'ai tout... T'avais pas peur, t'as fait... Non, j'avais pas peur, j'étais allé, j'ai tombé souvent, je me suis fait mal, j'ai recommencé. Mais je me dis, ça va être la même chose avec une carrière professionnelle ou développer des conférences. C'est sûr que je vais m'accrocher à un moment donné, puis que... Mais c'est ça qui fait de nous des personnes plus fortes, puis on apprend beaucoup plus, tu sais. Quand tu parles des gens de leur projet, là, est-ce que tu abordes le timing? Parce que, tu sais, des fois, je trouve que on dirait que les gens cherchent trop le moment parfait, tu sais. Ouais. Puis j'ai tendance à penser que ça nous arrête plus que ça nous aide. C'est sûr que ça nous arrête. Ça n'arrête probablement 98% du monde. Puis moi, j'ai compris qu'il n'y en a pas de bon timing. Il n'y en a pas. On n'est jamais trop vieux, on n'est jamais trop jeune. On n'est jamais trop occupé ou passé. Il n'y en a pas de mauvais timing. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais le meilleur moment, c'est maintenant. Tout le temps. En fait, le meilleur moment, c'était hier. Ou c'était il y a 10 ans. Tu sais? Mais c'est dans le sens que tu aurais dû le faire déjà. Okay, si tu as vraiment le goût de faire ça. Mais c'est passé, fait que ça donne rien de te penser à ça. Fait que c'est tout de suite, puis ça va pas vite le temps. Hein? Ça fly. Une petite parenthèse, si tu me le permets. On a du temps. Je parlais tantôt qu'il y a 2 moments dans ma vie que je me suis engagé très solide. Mais je vais te parler du deuxième moment. C'est vrai, on l'a pas nommé. Oui, on l'a pas nommé. Puis ça vient un petit peu en rien ce qu'on vient de dire. C'est que moi, mon père, c'était un homme extraordinaire. Il a fait beaucoup de choses quand même, surtout pour la ville de Masson-Angers. Okay. Parce qu'il était conseiller municipal pendant des années. Il était impliqué avec les clubs optimistes puis tout ça. Puis il a parti plein d'affaires. Son prénom, c'était... Marcel Laflamme. Okay. Puis malheureusement, il est décédé avec quand même beaucoup de regrets. Sur des choses autant professionnelles que personnelles qu'il aurait aimé faire ou régler. Puis moi, je me suis promis que je voudrais pas de regrets comme ça. Fait que c'est là que quand j'hésitais puis j'attendais de partir mes conférences, que ça fait longtemps que je voulais faire, je me suis dit, si j'attends encore, m'a fini que je le ferai jamais. Puis au moins, je vais au moins l'essayer. Tu sais, si un jour ça marche pas, ben j'aurais toujours bien essayé puis j'aurais été au bout de ça. Ben peut-être pas au bout, mais au moins je l'aurais fait. Puis quand mon père est décédé, dans les derniers moments, il était plus conscient, il réalisait plus tout ce qui se passait. Là. Je me suis mis la main sur mon père, puis je me dis, Dad, je m'engage envers toi-même que je vais la faire, ma conférence. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas où ce que ça va me mener, mais c'est sûr que je vais au moins l'essayer. Est-ce qu'il y avait eu vent un peu avant de tes projets? Non, malheureusement, parce qu'au moment qu'il a commencé à avoir la démence, l'Alzheimer, tout ça, à aller mal, j'avais pas encore pris cette décision-là. Okay. Je l'ai pris, en fait, j'ai pris la décision pratiquement au moment, je pense même que c'est après qu'il soit décédé. Okay. Fait que, mais j'y réfléchissais déjà. Ouais. Mais je ne pouvais pas y en parler. Il n'était pas conscient l'an dernier de ce qui se passait. Fait que non, malheureusement. Mais je sais que il est là pareil. Puis il aurait été extrêmement fier de ça parce qu'il a toujours dit quand on avait des discussions puis qu'il était encore capable de...
Il faudrait qu'un jour tu parlerais au monde. Ah ouais? Lui, il me voyait, là, parce que c'est drôle, parce que quand j'étais plus jeune, il me disait un jour tu vas devenir ambassadeur aux affaires-là. Lui, pour lui, c'était. Parce qu'il vient du gouvernement. Okay. Lui, pour lui, c'était ça. Là, c'était de parler devant, de faire des discours. Parce que souvent, quand il faisait des discours politiques, parce qu'il était en campagne électorale, même jeune, j'avais 18-19 ans, puis je m'assisais avec lui, puis on peaufinait des phrases ensemble, puis tout ça, parce que je sais pas, j'aimais ça, faire ça. Puis mon père avait un grand don pour ça aussi, pour les discours. Fait que probablement que j'ai un peu de ça, un peu du père. Fait que, mais tout ça pour dire que je me sens engagé envers lui. Puis quand j'ai un moment où je dis, je compte. Parce que tu as toujours des doutes dans la vie, peu importe si tu sais exactement ce que tu veux. C'est normal, c'est dans l'être humain, on est comme ça. Mais je te dirais que ça me ramène là, assez vite. Puis là, tu disais, tu nous racontais tantôt, tu as fait des conférences récemment auprès d'étudiants, mais c'est à ESAG, à l'école secondaire où tu es allé. Comment tu as trouvé ça de retourner? Ça, c'était du bonbon, mon ami. Non seulement j'étais jamais retourné à ESAG depuis. Moi, j'ai gradué, ça me rajeunit pas, je te le dis, mais j'ai gradué en 94. Puis quand je dis ça aux jeunes, je leur ai dit en 94, là, tu connais Google, Facebook? Il n'y en avait pas de ça. En 94, il n'y avait rien de ça. On commençait avec l'Internet. À peine, ouais. Fallait lâcher le téléphone pour pouvoir aller sur Internet. Avec les modems qui menaient à vacances. Ça faisait un bruit. Ça prenait 10 minutes à se connecter. Tellement vrai. Fait que c'était spécial de retourner là, de un, parce qu'il y a des anecdotes que je raconte, moi, là, les moments de skateboard, les moments où je me suis fait intimider, où j'étais dans la rangée de casier, puis que je voulais appeler mes parents parce que je voulais plus retourner dans les classes parce qu'on m'écœurait à cause de ma prothèse, peut-être ça. De raconter ça à ESAG, c'était spécial. Il y avait comme une petite émotion de plus. Puis c'était la première fois que je faisais 4 conférences de fil. Absolument, je fais une conférence. Puis là, après ça, il y a des semaines qui passent, puis j'en fais une autre. Déjà d'en faire 2 dans la même... Mais là, c'était 4. Là. C'était comme, moi, j'appelais ça... C'était un marathon. C'était un marathon de conférences. Puis à chaque conférence, les jeunes qui arrivaient... C'était 2 après-midi. Donc, 2 conférences par jour. La deuxième, il faut que tu sois aussi bon que la première. Là. C'est pas évident. Fait que les autres, ils méritent que tu sois aussi bon. Puis ça a super bien été. Je m'étais préparé mentalement. Il y avait beaucoup j'avais fait beaucoup de visionnement, visualisation, merci, je cherchais le bon mot, sur comment ça sortirait. Puis je te dirais là, que ça a pas mal sorti comme je l'avais vu. Puis le retour là, des jeunes, il n'y a rien dans la vie en ce moment là, qui me fait, au niveau professionnel, je parle, là, qui me fait le plus triper que de faire une conférence. Il n'y a rien qui me donne plus d'adrénaline, de jus, de motivation, d'énergie que quand je suis sur le bord d'embarquer sur scène pour faire ma conférence. Puis la fin, souvent, j'aime beaucoup la période de questions à la fin. Les questions que les jeunes posent, sont allumés, les jeunes, puis ils ont des bonnes questions. Des exemples pour me donner, qu'est-ce qui... c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Puis celui-là, à cette heure, je couvre cette question-là dès le début dans ma conférence. Puis ça, quand il y a des jeunes qui parlent, là, ça arrête tout. Puis on me demandait tout le temps, donc à cette heure, je l'ai rajouté dans mon contenu parce que je trouvais ça bon. C'est que Benoît, si tu avais eu la chance de venir au monde avec 2 jambes, avec tous tes doigts, parce que j'ai 3 doigts dans chaque main, donc sans handicap, t'aurais-tu aimé mieux ça? Puis moi, je le réponds tout le temps de façon très... ma réponse, elle est très catégorique, très, très claire, c'est non. J'aurais pas aimé venir au monde avec 2 jambes et tous les doigts, parce que le fait que je sois venu au monde comme ça, avec une différence comme ça, définitivement, ça fait quelqu'un de moi plus fort. Puis j'ai appris des choses dans la vie, je suis passé à travers des épreuves, des choses qui m'ont permis de comprendre bien des affaires que je pense que les autres ont peut-être pas eu la chance de comprendre ça. Fait que non, je me sens unique. Puis je leur ai dit, je me dis, regarde, moi je me regarde devant le miroir puis je me trouve beau. Puis je m'aime comme ça, fait que je changerais absolument rien. Fait que ça, c'est une des questions qui revient souvent. Puis as-tu du feedback aussi? T'en as parlé un peu d'une fille, je pense que c'était une fille, tu me disais, qui était en 5e année, qui était venue te voir. As-tu du feedback des jeunes qui viennent te voir dire, hey, sérieux, je me suis identifié à ce que tu as raconté, puis ça m'aide. À chaque conférence. À chaque conférence, puis dans la dernière conférence, justement, j'ai donné des exemples de surpasser ses limitations, puis j'ai donné l'exemple, c'était pas mon exemple à moi, parce que j'aime ça aussi raconter d'autres histoires aussi dans ma conférence. Je veux pas juste parler de moi, j'aime ça parler aussi d'autres exemples de persévérance, des persévérants, comme je les appelle.
Puis j'avais parlé du spectre, pas le spectre de l'autisme, mais le syndrome d'Asperger. Puis j'ai donné l'exemple du gars qui a été choisi aux auditions l'aveugle à La Voix, l'émission La Voix. Ouais. Puis c'est le premier qui a le syndrome d'Asperger qui s'est rendu jusque-là, jusqu'à passer puis à chanter devant 2-3 millions de personnes. Puis là, je leur dis, pensez-vous que ça levait le matin puis qu'il se disait « Ah non, j'irai pas parce que j'ai ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. » Il est allé, puis il s'est rendu jusque-là. Et j'ai 2 personnes dans les 4 conférences qui sont venues me voir puis m'ont dit « Moi, j'ai le syndrome d'Asperger. As-tu un conseil à me donner? » Quand ils te disent ça, là, c'est bien mieux de dire la bonne affaire. C'est comme un petit lot de responsabilité. Tu réalises ce que tu fais là, comme travail. Tu fais comme, OK, ouais. Puis là, on échange, puis je prends le temps d'échanger avec eux autres. Il y en a un autre, dans une autre conférence, qui m'avait... elle, c'était le côté intimidation. Puis je donnais un truc, je donnais une astuce dans la conférence sur l'intimidation. Puis elle est venue me voir après, puis elle dit, mon Dieu, elle dit, juste ça, là, juste ce bout-là, moi là, c'est sûr que demain, je viens pas à l'école avec la même attitude. Wow. Puis là, elle dit, demain, je vais avoir le goût de me lever pour venir à l'école. Hey, quand tu te fais dire ça, là, t'es comme, holy shit, OK. Tu fais le même soir rentrer chez vous. Oui, tu sais, je les raconte, le gars, j'ai encore des puissances. C'est touchant parce que c'est ça que ça me donne comme drive. Fait que peu importe ce que je vais faire dans la vie, je pense que il faut que je continue à faire ça parce que c'est tellement un échange avec les gens, puis je trouve ça... Moi, pour moi, ça me fait grandir, moi aussi. Ça me fait grandir par la bande. Ouais, tu reçois, tu donnes, mais j'en donne, je reçois, puis là, j'ai débuté aussi dans mes conférences dans les écoles, pas celles que je fais encore sur le public puis tout ça, ou dans les entreprises, mais celles dans les écoles, j'ai débuté ce que j'appelle la bourse de la persévérance. Puis je match le nom de mon nom avec le nom de l'école. Comme là, c'était la bourse de la persévérance ESAG La Flamme. Moi, je redonne une partie de mon cachet pour faire la conférence. L'école ils ont embarqué avec moi, ESAG, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Puis on redonne de l'argent à un élève qui a fait preuve de persévérance pendant les semaines avant que j'arrive. Comme là, ça a été après le March Break, ESAG ont lancé le défi de la persévérance, ESAG La Flamme. Il y avait un paquet de critères. Il fallait que les jeunes qui s'inscrivent respectent, comme exemple, plus de retard, pas de billets, pas de retenue, pas de... je me souviens pas de tous les critères, là, mais il y avait quand même une bonne liste. Là. Puis, parmi tous ceux qui avaient réussi le défi jusqu'au bout, ben là, ils tiraient une personne, puis on donnait un certificat avec comme quoi qu'ils vont recevoir la bourse et tout ça. Ça, c'est ma façon, tu sais, parce que moi, il faut que je gagne ma vie avec ça, naturellement, mais c'est important pour moi de redonner pareil. Tu sais, comme d'arriver à dire à chaque conférence. Fait que là, j'ai dans l'idée de faire un souper conférence bénéfice. Là, je suis en train de développer un autre projet où ce que ça va... Ben, je peux le dire maintenant, là, ça va être officiel bientôt. Ça s'appelle les courses partagées de Gatineau. C'est un concept de coureurs et de co-coureurs. Fait que tu as des coureurs qui veulent... Dans le fond, c'est de faire vivre l'expérience de courir un marathon ou de courir une course à pied de 5 km à une personne handicapée ou une personne en déficience. Fait qu'ils embarquent dans ce qu'on appelle un cartus. C'est comme un kart, c'est comme une chaise roulante. C'est comme le mix entre une chaise roulante et un vélo. Puis tu as le coureur en arrière qui pousse, puis tu as le co-coureur qui est assis. Puis quand je vais faire mes soupers, mes prochains soupers de conférence, ben je voudrais, comme dans le prix du billet, qu'il y ait un don qui est redonné à cet événement-là. Fait que je trouve que c'est la meilleure façon de grandir. Quand tu contribues, tu grandis par la bande. Par la bande. C'est drôle, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais ce que tu nous racontes comme ce que vous voulez faire, j'avais déjà vu, il y avait une vidéo, c'était un père qui poussait son garçon, tu l'as vu, hein? C'était super inspirant. Je me souviens pas c'était combien de kilomètres qu'il avait fait. Ben, c'est plus que des kilomètres. Lui, il a fait des Ironman. Ah oui, c'est ça. Des Ironman, mon chum, qui a fait. Là, il courait, il nageait, puis je me souviens pas comment il faisait, là, mais c'était intense en tabarouette. Il a fait des marathons. Il a fait des Ironman aussi. Puis c'est le père qui son enfant, là, je pense que c'est tout, là, lui, il a une déficience physique, mentale et tout ça. Puis il voulait faire vivre cette expérience-là à son gars. Puis, tu le vois qu'il trippe au bout de son gars. Puis lui, tout le père, il trippe. Là. C'est clair. C'est un bel exemple de persévérance. C'est un beau vidéo. C'est un mot de beau vidéo. Mais je vais revenir sur... Tu en as brièvement parlé que quand tu as vécu de l'intimidation à cause de ta prothèse, c'est ça qui est arrivé? Tu avais une prothèse, tu as dit OK, puis tu as passé à la béquille? Oui, exactement. J'en parle à ma conférence. C'était à 14 ans.
J'arrêtais pas de me faire agacer là, sous toutes sortes de noms, là, jambes de bois, pirate, name it, là. Parce que moi, j'ai pas la cuisse, tu sais, j'ai pas de jambes en tout, fait que ça s'accroche après la taille. Tu sais, les gens qui ont eu une amputation, mettons, qui ont le genou, ben c'est juste... C'est accroché après le genou, fait que toute la mobilité, tu peux courir. Il y a des athlètes qui courent avec ça. Après ça, c'est au niveau de la cuisse. Si t'as pas le genou, mais t'as la cuisse, au moins la prothèse s'accroche après la cuisse. Fait que c'est un peu plus difficile, mais t'as quand même une bonne mobilité. Puis quand t'as pas la cuisse, ben c'est accroché après la taille. Fait que c'est énorme, c'est gros, c'est pesant. Puis là, on recule dans les années 80, là, début 90, c'est plus des années 90, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Probablement qu'aujourd'hui, la technologie, elle a changé, mais à 14 ans, c'était assez. Il y a un matin que c'était assez, j'en étais plus capable. J'ai resté dans la rangée de casier à pleurer. Le surveillant a appelé mes parents, naturellement. Puis mes parents sont venus me chercher. Puis c'est là que je disais à mes parents, j'en veux plus de prothèse. C'est soit que je retourne à l'école, pas de prothèse, ou je veux plus retourner à l'école. Ou, c'était pas tant que je voulais pas retourner à l'école, c'était juste tenté de me faire écœurer. Puis c'est là que mes parents ont dit, ben on comprend. Parce que mes parents ont toujours été très, très compréhensibles. Puis très soucieux de mon... pas de mon bien-être, là, mais oui, les parents sont tous soucieux de me plus mon état d'esprit. C'est super important, autres, que je ne perde pas mon estime personnelle et ma confiance en moi. Fait que ils ont dit, OK, regarde, on va essayer d'une autre façon, on va essayer avec des béquilles. Puis quand j'ai commencé à marcher avec 2 béquilles, ben, je me sentais encore moins à l'aise parce que je ne pouvais pas me servir de mes mains. Puis je me sentais encore limité, si je peux utiliser ce terme-là. Puis c'est à force de travailler avec mes parents, de persévérer. À un moment donné, je ne me souviens pas comment on est passé à une béquille, mais ça a été un déclic. Puis à partir du moment où j'ai été capable de marcher avec une béquille, là, j'avais mes mains. Là, ça a été naturel. C'est venu tout seul. Puis pas longtemps après, là, on parle dans 6 mois, là, j'ai embarqué sur une skateboard. Puis là, j'ai essayé ça, moi, la skateboard. Puis à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de limite. Là. Il n'y avait plus de limite. Ça a été, je pense, un tournant dans ma vie, moi, faire de la skateboard. Parce que ça m'a permis de réaliser que physiquement, j'étais capable de faire n'importe quoi. Puis j'imagine que les jeunes répondent beaucoup à cette partie-là dans ta conférence quand t'en parles. Oui, puis j'ai des images en plus. Écoute, je me trouve brillant d'avoir gardé ces photos-là. À cette époque-là, je les ai juste gardées comme souvenir, mais je vais te dire que là, dans mes conférences, c'est le fun d'avoir ces photos-là. Je les ai scannées, puis je les amène dans ma présentation, puis j'ai quelques bonnes photos. Puis c'était un moment très fort. Il y a une chose que tu dis aussi, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, tu parles de quand tu as un projet, de te demander pourquoi. Mais pas juste te demander pourquoi une fois, tu parles de te demander pourquoi 5 fois. Ma technique du pourquoi 5 fois, Ça n'en prend tant que ça. Oui, définitivement, parce que puis la meilleure façon d'être certain que tu as un projet, que tu tiens un projet fort, que tu dis OK, ça va... Parce que la motivation, là, c'est général. Puis moi, je trouve que la meilleure façon d'être motivé, c'est de savoir exactement pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais tel travail? Pourquoi tu es avec telle personne dans ta vie? Pourquoi tu as décidé de prendre cette décision-là? Tout le temps, pourquoi? La meilleure question que tu peux te poser dans la vie, c'est pourquoi? Puis la première réponse que tu vas donner, ça va toujours être une réponse qui vient de ta tête. C'est ta tête qui va parler, c'est ta logique. C'est parce qu'on prend souvent les meilleures décisions, les meilleures et les moins bonnes par l'émotion. Puis on se convainc qu'on a pris la bonne décision par la logique. OK? Puis, quand tu leur poses une deuxième, puis là, l'idée, c'est toujours de re-questionner le pourquoi que tu viens de dire. Exemple, si tu dis, OK, je veux recommencer à m'entraîner. Je veux vraiment m'entraîner. OK, mais pourquoi tu veux t'entraîner, tu sais? Là, les gens vont dire, c'est parce que je veux me remettre en forme. OK, c'est super bien, c'est normal. Mais pourquoi tu veux te mettre en forme? Parce que là, tu questionnes le pourquoi tu veux te mettre en forme. Là, ça va être OK, c'est parce que je vais pas tomber malade, je vais pas même, je veux vivre vieux. OK, ouais, intéressant. Là, tu questionnes, OK, mais pourquoi tu veux vivre vieux? Puis là, tu vas te faire savoir que ça marche dans n'importe quel circonstance, n'importe quel projet, n'importe quelle chose que tu veux faire, là. Puis c'est plus fun quand tu le fais avec quelqu'un d'autre que de le faire avec toi-même. Parce que tu peux pas te mentir quand c'est l'autre qui te pose des questions. Quelqu'un qui te surveille. Oui, puis plus tu descends dans les pourquoi, plus tu es rendu... Je te dirais là, que ça commence à apparaître au 3e, mais le 4e puis le 5e, là, c'est que la réponse, elle part de la tête puis elle descend au cœur. Quand tu es rendu à la fin, là, c'est vraiment une réponse plus émotive, qui est plus dans ton qui vient de ton cœur, en fait, qui est plus une réponse émotionnelle qu'une réponse rationnelle. Puis c'est celle-là qui fait la différence. C'est celle-là qui est ta vraie motivation. C'est celle-là qu'il faut que tu lises après à tous les jours, que tu t'imprimes. Puis ça marche à tout coup.
En tout cas, ça a marché pour moi, en tout cas. Puis ça a marché pour pas mal d'autres mondes aussi. J'imagine, sinon t'en ferais pas la promotion non, longtemps. Exactement. Ça doit être différent de t'adresser, par exemple, à un public nécessairement, là, avec quand tu es avec des écoliers, puis versus professionnels. Oui, c'est différent. Il y a des comme exemple sur le sujet de la dépression, le burn-out que j'ai fait, tout ça, j'en parle pas dans les écoles. Okay. Comme l'intimidation, j'en parle pas avec les adultes, dans ma conférence publique ou dans les entreprises. Dans le professionnel des burn-out, ben ça doit être touché bien du monde, c'est sûr. Écoute, il y en a partout. Puis ce que j'aime parler de ça, c'est aux employeurs puis aux entrepreneurs. Puis c'est que ça vous arrivera peut-être pas à vous autres, mais il y a personne qui était là. Moi, je pensais jamais faire ça dans ma vie. Moi, j'étais de ceux avant qui avaient une incompréhension de ça, puis un jugement même de ça. Ça arrive, hein? Quand on a une incompréhension, tu sais, la majorité des jugements vient d'une incompréhension. C'est parce qu'on comprend pas, fait qu'on juge. C'est bien plus facile de juger que de se poser les questions pour essayer de comprendre. C'est facile de juger les autres. Puis, m'a dit, quand tu passes droit de ça, là, tu comprends bien les affaires. Puis quand j'en parle, ben, je dis souvent, c'est important d'en parler. C'est important de le partager parce que peut-être que ça ne t'arrivera pas à toi, mais tu vas être beaucoup mieux outillé, puis tu vas peut-être plus comprendre si ça arrive à un de tes employés, ou si ça arrive à un ami, ou si ça arrive à ton conjoint ou ta conjointe. C'est une chose qui est difficile à comprendre quand on passe pas au travers de ça. Fait que j'en parle ça quand c'est plus des adultes. Je parle pas de ça avec les enfants, mais je parle pas d'intimidation non plus avec les adultes. Je parle de persévérance, mais d'une façon différente avec les adultes et les jeunes. Les jeunes, je parle plus de mes exemples de persévérance. Puis je parle un peu de mes parents, mais je parle un peu plus du côté parental quand je suis en mode avec les adultes, les entrepreneurs, les entreprises et tout ça, parce que la majorité, on a des enfants. Puis des fois, de voir comment moi, mes parents ils ont été avec moi, mais des fois, ça peut nous aider avec nos propres enfants aussi. Tu parles d'enfants, j'imagine que tes filles, aujourd'hui, c'est encore une source de motivation de continuer. Tous les jours. C'est ça qui peut te donner le kick au début, mais... Puis c'est une source de motivation, mais surtout, c'est une grosse dose de fierté parce que aujourd'hui, quand on croise des jeunes qui sont plus jeunes que mes enfants, ben souvent les enfants vont dire « Ah, regarde maman, elle a perdu une jambe ou une jambe de cassée. » Ils comprennent pas que je n'ai pas eu cette jambe-là. Puis là, c'est rendu mes enfants qui répondent pour moi, qui expliquent. Et là, dernièrement, ma fille, elle a fait en Expo Science à son école une présentation sur la malformation squelettique. Qui est arrivé. En fait, moi, c'est une malformation congénitale qui est un dérivé de la malformation squelettique. En fait, ma fille me reprendrait. C'est une anomalie congénitale qui est une sous-affaire, je sais pas le terme, de la la malformation squelettique. Fait qu'elle a pris la peine puis son exemple, son sujet, si on veut, c'était moi. Fait que là, elle m'a demandé des photos de moi. Puis là, je suis même allé avec elle dans la salle où ce qu'il faisait ça. Puis là, j'étais assis à côté d'elle, puis j'étais juste le modèle. Moi, je montrais mes doigts, je montrais ma jambe, puis elle expliquait tout. Puis elle était super nerveuse, puis puis là, j'ai utilisé les mêmes techniques que j'utilise pour moi. Puis Caroline, après une présentation, elle disait « Hey, papa, j'ai plus besoin de mes cartons. » Là, elle a garoché ses cartons de côté, puis tout le reste de l'après-midi, elle a tout refait sa présentation, là, naturellement, puis là, j'étais fier. J'étais, tu perds un peu. Mais, fait que, puis mon autre fille, écoute, c'est une fille super de PR, c'est un clown, elle aime faire des jokes, là, elle aime beaucoup, là, elle est très sur les vidéos, elle veut faire des vidéos YouTube, elle veut être une YouTuber. Fait que, tu sais, on est fiers, on est tous fiers de nos enfants, mais ce que je suis le plus fier, c'est justement, c'est pour eux autres, c'est devenu naturel aussi que leur père ait juste une jambe. Puis c'est tellement rendu naturel que même eux autres, ils le voyaient plus. Puis des fois, on faut faire des choses, ils disent « Papa serait pas capable de faire ça. Pourquoi tu serais pas capable de faire ça? » Ah, ouais, c'est vrai qu'avec une jambe, c'est rendu naturel comme ça l'était pour moi et toute ma famille. Fait que ça, c'est ma plus grande fierté parce que ça l'aide eux autres à expliquer aussi à d'autres jeunes. Puis ils sont meilleurs aussi. Il y a des enfants qui sont différents aussi à leur école, puis ils ont le réflexe de comprendre ça, puis de la comprendre, puis quand il y a des commentaires qui se disent de d'autres pas le fun, ben ils ont le réflexe de, quand ils peuvent, quand ça se permet de dire « Ouais, mais tu sais, c'est pas de mal. » Puis ils comprennent. Ils ont plus de compréhension. Ils ont plus de compréhension, donc ils sont capables d'expliquer un petit peu plus aux jeunes, puis bon, mais ça à ce moment-là, il y a moins de jugement. Quand on comprend plus, on a moins de jugement.
Mais ça me donne l'impression aussi que tu vas facilement en rire de ton handicap. Tu peux faire ben oui, j'en fais plein de jokes. Là, ben oui, ça n'a jamais été pour toi quelque chose de lourd. Là. Ah ben mon Dieu, non. Moi, ça fait partie... moi, j'aime dire que j'ai eu la chance de venir au monde comme ça, au lieu d'avoir un accident, une amputation, une maladie. Ça doit être d'autres choses à ce moment-là. Mais oui, définitivement, moi, ça... Souvent, comme un exemple d'en rire, je vais t'en donner une. C'est une anecdote que j'ai racontée à mon 20 minutes de stand-up comique. Dans notre famille, on a un échange de cadeaux qu'on fait à chaque année. C'est une pas une routine, mais une coutume. Une tradition, ouais. Une tradition, merci. Puis c'est un échange de cadeaux de quelque chose que, soit que c'est vieux puis tu veux t'en débarrasser, ou que tu te sers plus. Puis pas l'année passée, l'année d'avant, j'ai comme eu un flash. Je me suis dit, hey, moi, mon deuxième soulier, là, je m'en sers pas. Je le jette. Fait que pour moi, je m'en sers pas. Moi, de mon soulier de drette, je le sac au garbage à chaque fois. Fait que j'ai emballé le soulier de drette. Un beau soulier, là. Puis j'ai mis ça dans l'échange de cadeaux. Puis là, c'est une de mes tantes qui a pogné l'échange. Puis c'était tellement drôle. Sur le coup, elle regarde ça. Puis elle regarde son chum. Elle dit, mon Dieu, t'as-tu vu les beaux souliers? C'est quoi ton point encore? Puis là, il dit, c'est des 10. Hey, c'est des 10. Elle était super contente. Là, tout le monde avait catché. Là, sauf elle. Elle était trop dedans ou elle avait trop de boissons. Là, on en a ri bien. Là, c'est moi qui ai dit, voyons, ma tante, Caroline, c'est moi qui l'ai donné. Là. Hey, là, quand elle a catché que c'était mon soulier, que je me servais pas, puis qu'il n'y aurait pas l'autre soulier, qu'il y avait juste le soulier de raide. T'avais pas l'autre d'un pied? Non, j'avais pas le même soulier. Fait que souvent, on va dans des soupers, puis les amis, tu sais, souvent par politesse, ils vont te donner ton manteau, puis ils vont chercher tes souliers. Moi, des fois, j'ai du monde qui cherche le deuxième. Fait que les mets mal à l'aise en leur disant, Youm, comment ça, tu trouves pas mon deuxième soulier, tu sais? Puis sur le coup, il ne catch pas parce que je dégage pas ça, moi. Fait que c'est comme si c'était naturel. Mais je me sers de ça des fois pour me payer un peu la tête des gens amicalement. J'avais même fait déjà accraire à un chauffeur. J'ai dit après, là, mais j'avais fait accraire à un chauffeur de taxi. On a compté. Je vais le dire, là, on était un petit peu avancé dans la soirée. Il y avait un petit peu de boisson là-dedans. Fait que là, il m'a demandé ce qui est arrivé. Puis là, j'avais fait mon dramatique. Puis genre, j'étais allé à Carrière Morrison. Puis là, on a sauté en bungee. Puis pour moi, l'élastique était trop tight. Ça claque, ça arrachage. Je de taxi capoté. Mes chums à côté étaient crampés. Ah, ouais. Mais on l'a dit après, c'était une blague. Faut en rire. Fait que oui, définitivement qu'il faut en rire. De peu importe la condition qu'on a. Nos traits de physique ou nos handicaps ou ces choses-là. Je pense qu'il faut en rire avec respect. Tout le temps. Puis là, dans tout ton tableau, dans tous tes objectifs aujourd'hui, t'en es rendu où? Ça sera mon grand rêve, là, c'est ça. Ben, si tu veux nous le partager, t'es pas obligé non plus. Je suis rendu mon projet ultime dans ce projet-là, ce trip-là de faire des conférences puis d'être dans le domaine de la croissance personnelle, du développement personnel. Je veux faire un gros événement. Moi, je rêve d'un événement majeur en Outaouais. Je vais commencer par le faire dans mon coin. Dans une place, on parle de milliers de personnes. C'est comme où est-ce qu'on va réunir toutes les générations. On va réunir autant des jeunes ados que des parents, que des personnes âgées. Puis on va couvrir tous les sujets, toutes les thématiques essentielles que ça prend, qui va être un peu certains bouts de mes piliers que je te parlais tantôt, mais je suis en train de me mettre en partenariat avec d'autres conférenciers, des thérapeutes aussi, qui apportent eux autres un côté plus technique que moi j'ai pas, en fait. Puis je veux créer un grand événement où on va travailler. Les gens vont arriver là, ils vont avoir du contenu, ils vont avoir de l'inspiration parce qu'on va avoir des conférences inspirantes, on va avoir des invités qui vont venir, on va avoir des jeunes aussi qui vont faire des performances. Tu sais, je veux me mixer entre conférences, ateliers, qu'on va travailler sur soi-même, puis on va remplir des choses pour se forcer à se surpasser dans la vie, puis à atteindre nos rêves. Puis on va mixer ça avec des DJ de la musique, de la lumière. Ça va être un gros spectacle, mais comme développement personnel. Un peu ce qu'on voit aux États-Unis beaucoup. Il y en a beaucoup de ça, comme, je sais pas si tu connais Tony Robbins, qui est probablement le number one au monde. Lui, il remplit des arénas de 10 000 personnes. Moi, je vise pas ça, là, mais j'ai une chose en tête que je pense régulièrement. C'est l'aréna Robert Gartin qui s'en vient à Gatineau avec une nouvelle aréna en 2020. Peut-être que moi, ça va être dans les peut-être plus tard, mais il va rentrer 4 000 personnes là-dedans.
Ça se fait. Ça serait un chiffre qui ça se fait. Je pourrais jamais faire ça tout seul. Je suis pas assez connu. On va ramener du monde connu là-dedans aussi. Tous les thèmes vont être interreliés ensemble. Ça, c'est mon rêve de conférencier, si on veut. Puis ça va durer probablement 2 jours, ou une journée complète ou 2 jours. C'est comme un séminaire, en fait. Là, en attendant... C'est comme je vois comme un TED Talk, mais plus... c'est comme un peu... c'est comme les séminaires de Tony Robbins ou il y en a plusieurs dans le domaine là, maintenant. Là, Lewis Howes, il y a aussi... au Québec, il n'y en a pas énormément. Il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de formations d'une journée. Conférences-formations, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, moi, c'était un happening que je veux. Celui qui s'est rapproché de ça, mais c'était plus... J'ai Jimmy Sivigny, qui est un entraîneur conférencier. Lui, il a perdu quelque chose comme 200 livres ou 150 livres. Puis depuis ce temps-là, il développe des programmes d'entraînement. Puis il fait une tournée au Québec qui appelle le Mega Workout. Puis à Gatineau, c'était au complexe Branchot-Brière. Il y a 1000 personnes qui font de l'exercice physique pendant 1h30. Puis c'est juste de passer à l'action. C'est de faire bouger le monde. Puis il y a un peu de conférence là-dedans, il parle un peu. Ça se rapproche, hein, c'est intéressant. Il y a de la musique, il faut que ça soit le fun. Fait que moi, j'aimerais ça faire ça en Ottawa avec des partenaires puis tout ça. En attendant, quand je dis que tu as un grand projet puis ça te prend des plus petits projets, mon premier que je fais avec une amie, une collègue aussi qui est Sacha Horvat, qui est une thérapeute, elle, en développement personnel et aussi une praticienne en PNL. Elle est thérapeute aussi. On fait ce qu'on a appelé la journée rencontre avec soi-même. Ça va se passer le 8 juin au 4 Point Sheraton en face du musée là, à Hull. Puis c'est une journée de conférences et d'ateliers sur le croissance personnelle puis sur de se reconnecter avec toi-même. Un peu puis elle aussi, elle a fait ce même travail-là sur elle-même il y a plusieurs années. Puis là, il y a plusieurs sujets qu'on va parler. Là, on va parler beaucoup là, des peurs qui nous bloquent, la gestion de nos émotions, de se faire un plan de vie pour vraiment être fier de ça, puis comment être motivé à tous les jours, comment persévérer à tous les jours, comment s'auto-motiver, comment s'engager des bonnes personnes, comment s'entourer, dans le but d'accomplir les choses que tu aimerais accomplir, puis que souvent, on repousse ou on est dans une phase où on se sent moins bien, on a moins d'énergie, on va parler beaucoup de gestion d'énergie aussi. Ça, c'est le 8 juin. Écoute, c'est très, très petit en ce moment. Il y a 80 places. C'est une salle de 80 places. Il y a encore des billets. Mais c'est un événement. C'est un événement de journée. Je ne serai pas tout seul. Ça dure toute une journée. On va commencer avec ça. Après ça, le prochain target, ça va être quelque chose d'un peu plus gros avec plus de monde, une plus grande salle, peut-être sur 2 jours. Tout ça dans le but de me rapprocher à un moment donné à les grands événements que je veux faire. Je ne sais pas quand. Mais j'ai une image qui correspond exactement à ça, qui est sur mon vision board, puis je le regarde tous les jours, puis j'en parle aussi dans mes conférences, puis je t'en parle aujourd'hui. À force d'en parler avec le monde, à un moment donné, le monde te revient avec ça. Hein? C'est comme une forme d'engagement aussi, à quelque part. Fait que, faut pas avoir peur de parler de nos... c'est correct de parler de nos moments où c'est plus difficile pour aider les autres, mais je pense qu'il faut aussi être fier de parler de nos réussites. Il faut être fier surtout de parler de nos projets. Les gens parlent pas assez de leur projet puis de ce qu'ils ont. C'est pas facile parce qu'on dirait que t'es vulnérable. T'as dû ressentir ça à un moment donné. T'es comme vulnérable, tu sais. Parce que là, tu dis, OK, là, c'est là. Puis là, le monde va dire, OK, mais là, qu'est-ce qui arrive avec ton projet ou qu'est-ce qui arrive avec ton affaire? Ou ben non, tu sais, c'est une idée, quand t'as une idée qui te mijote dans la tête, que comme là, toi, t'as une vision. Mais là, toi, t'es rendu habitué. Mais tu sais, au début, il me semble que tu dois avoir un sentiment de, OK, mais comme tu disais tantôt, mais là, je vais être jugé. Qu'est-ce que le monde va penser de mon idée, tu sais? Moi, je me suis dit, pour vrai, là, je me suis dit, peu importe ce que je vais dire, peu importe les projets que je vais avoir, peu importe ce que je vais parler au monde, je vais toujours me faire juger pareil. Les gens vont tout le temps. Les gens jugent tout le temps pas tout le monde. Puis je peux pas plaire à tout le monde. J'ai pas envie de plaire à tout le monde. J'ai envie de plaire avec ceux avec qui je me sens bien. Puis que je veux plaire aux gens avec qui je pense qu'on peut être un bon match. Puis je le fais à la base pour la personne la plus importante dans ma vie, qui est moi. À la base, je le fais pour moi-même. Puis après ça, je le fais pour les gens qui vont me suivre, les gens qui vont venir me voir. Puis c'est un partage. Moi, mes conférences, c'est beaucoup de partage. Tu sais, je m'ouvre les tripes, là. Tu sais, je veux dire, je compte tous mes bons puis mes moins bons côtés qui m'est arrivé. Puis je sais pas, je suis comme ça que j'avais le goût de le faire. Puis je sais que il y en a pour qui ils accrocheront pas. Puis c'est pas grave. Je le fais
pas pour eux autres. Ouais, partie de la game, là. Ouais, ça fait partie de la game. Puis si on s'arrête toujours à avoir peur de ce que les autres vont dire, puis ils vont-tu me revenir. Ça se peut que je dise ça, puis que dans 2 ans, je change d'idée, je fais ça d'autres choses. Ouais, puis à ce moment-là, c'est ça qui me motivait. C'est ça qui me tenait à aller. C'est ça qui me le goût de me lever tous les matins. Fait que pourquoi pas en parler? Pourquoi pas en parler, tu sais? Fait que non, je m'arrête plus à ça. Je m'arrête plus à ça parce que ça m'a trop longtemps empêché de faire des choses, d'avoir peur de ce que les autres t'ont pour dire, ou ce que les autres t'ont pour penser, ou ce que les autres t'ont pour m'aimer, ou ils aiment ça, ce que je fais. À cette heure, j'ai tassé ça de ma vie. Puis depuis je pense comme ça, depuis que je fais ça, je trouve que j'avance plus vite. Puis je suis surtout plus bien avec moi-même. Puis je suis fier de ce que je fais tous les soirs quand je me couche. Ça, je pense que c'est important. Ben merci Benoît. Écoute, j'ai hâte de voir le développement de tout ça. Puis oui, on peut me suivre sur mon site web. Mes conférences sont là. Les prochaines dates s'en viennent. Benoît Laflamme sur Facebook. Oui, benoîtlaflamme.ca pour le site web. Benoît Laflamme conférencier sur Facebook. Mon profil de conférencier, c'est Benoît Laflamme conférencier. Il y a l'Académie de la persévérance aussi qu'on n'a pas la chance de parler, mais c'est un peu ça, l'Académie de la persévérance. Prends le temps, regarde, moi je suis pas pressé. Là. Vas-y. L'Académie de la persévérance, en fait, ça va être ce que je suis en train de finaliser. Là, ça va être comme un peu mes programmes d'accompagnement. Okay. Je suis en train de développer, je veux mettre sur pied comme un genre de programme de mentorat pour les jeunes persévérants. Okay. Tu sais, où ce que les parents, on engage des coachs au hockey, on investit plein d'argent pour du sportif beaucoup, mais je pense que ça serait intéressant d'investir sur un mentor pour nos enfants, pour leur apprendre comment aller chercher leur source de motivation, comment leur donner le goût d'avoir des projets, des rêves, de se dépasser, de se surpasser, travailler la confiance, l'estime. Puis souvent, on travaille très fort pour ça avec nos enfants, mais des fois, on est tellement impliqué émotivement avec nos enfants qu'on n'est peut-être pas des fois... On est bien placé, mais des fois, d'avoir une personne de l'externe, c'est ça. Ça serait peut-être intéressant. Ça serait intéressant. Puis j'en ai parlé un petit peu alentour. Il y a plusieurs gens qui m'ont dit d'aller de l'avant, que ça c'était une bonne idée. Tu sais, je sonde quand même. Là. Fait que ça va être l'Académie de la persévérance. Ça va être comme une école de pensée un peu en ligne. Ça va être des programmes de coaching de groupe en ligne. Okay. Ça va être des vidéos de formation. Où est-ce qu'on va s'attarder plus sur le comment. Tu sais, dans une conférence, j'ai la chance de parler plus en surface, puis de parler de partager un peu mes choses et tout ça. Mais j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails. Okay. Ça va complémenter ça. Comment, puis j'ai des outils de travail que je développe aussi, que je vais développer aussi avec d'autres partenaires, comme dans mes événements avec Sacha, puis d'autres partenaires qui s'en viennent aussi, qu'eux autres qui ont le côté beaucoup plus technique. C'est des praticiens, c'est des psychologues, c'est des thérapeutes. Fait qu'on va développer des choses avec eux autres. Puis l'académie, ça va être comme une communauté, puis en même temps un coaching de groupe. Pas coaching, j'aime pas utiliser le terme coaching, j'aime mieux utiliser, c'est de l'accompagnement. Ouais, ça va être de l'accompagnement vraiment, sans faire de jeu de mots, c'est comme une bonne béquille pour eux autres. Je sais qu'une béquille, mais je leur offre une bonne béquille pour le temps de les aider, puis les starter, puis c'est pas évident, là, le secondaire. Puis, non, c'est ça. C'est pas évident. Juste te dire ça, surtout à l'adolescence, tu sais, quand tu as le temps de faire des choix pour le restant, tu sais, pour ta carrière, tout ça, c'est un bon timing. Exactement. Puis c'est souvent aussi, puis tu sais, moi, ça m'adonne que, tu sais, je l'ai expérimenté avec certains ados, puis je sais pas, on dirait que, tu sais, des fois que nos parents, on est à l'aise de parler de certaines choses, puis des fois, veut pas, on le comprend juste quand on arrive à l'âge adulte, mais à ce moment-là, quand on est là, nos parents, c'est pas tout le temps nos meilleurs amis. Puis des fois d'aller comme vers une thérapie quelconque, des fois, c'est pas évident non plus pour le jeune. Fait que d'avoir comme juste moi, j'aime le terme mentor, parce qu'un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui est passé par là, puis qu'il a le goût de partager ses expériences pour un petit peu t'éviter de faire des erreurs, puis en même temps, de te donner le goût de te faire avoir une différente perspective de tout ça, parce que t'es passé par là. Puis des fois, on voudrait bien le faire avec nos enfants, mais ils nous écoutent pas. Fait que de développer un petit programme de mentorat, je pense que ça serait intéressant. Ça serait intéressant à ce côté-là. Fait que c'est ça qui est ma vision de mon Académie de la persévérance. Puis c'est ça. C'est comme une école en ligne, une école sur le développement personnel par rapport à penser en mode persévérance tout le temps. Ouais. Fait que ça, c'est en développement. Oui, ça, c'est en développement. Fait que là, ce qui s'en vient concrètement, là, il y a l'événement du 8 juin, rencontre avec soi-même. Ça s'en vient concrètement, mais j'ai pas la date encore, mais je suis en train de développer une conférence avec un ancien
combattant des forces spéciales de l'armée. Okay. Où ce que lui a fait un gros choc post-traumatique quand il est revenu de l'armée. Fait qu'on va beaucoup parler de la santé mentale. Okay. Moi, en ayant fait un burn-out, j'ai pas vécu ce que lui a vécu, là, on s'entend. Mais on va combiner persévérance et santé mentale. Persévérer, ça va probablement s'appeler persévérer à travers la santé mentale ou persévérer. En tout cas, je me souviens plus. Mais c'est pas clair encore. Mais c'est quelque chose qui s'en vient aussi là, d'ici l'été. C'est cool parce que nécessairement, ça va main dans la main. Ouais. C'est difficile de persévérer et de réussir si tu traînes certaines choses psychologiques que tu as besoin de régler. Oui. C'est persévérer pour briser le silence. C'est ça le titre. Je viens de me reflasher. Là. Okay. Alors, mais on parle là, parce que lui, son thème, c'est puisque lui, il a réussi à s'en sortir parce qu'il a brisé le silence, il en a parlé. Puis on en parle. Les gens qui souffrent de santé mentale ou de choc post-traumatique ou de dépression majeure, puis tout ça, on a peur d'en parler parce qu'on a justement peur d'être jugé. Puis c'est la guérison commence vraiment quand tu décides d'en parler puis que tu surpasses cette peur-là. Puis lui, il est beaucoup axé sur ça, briser le silence. Puis moi, c'est la persévérance. Fait qu'on va mettre persévérer pour briser le silence. On aimerait ça sortir ça là, vers la fin mai, probablement. Là. Okay. Ouais. Puis fait que là, on est en train de négocier pour la salle. Fait que ça, c'est du concret, mais c'est pas encore... J'ai pas encore la date, mais c'est définitivement, ça va être sur ma page Facebook, ça va être sur mon site web. Fait qu'il y a ces 2 événements-là qui s'en viennent, puis je continue à travailler. J'aimerais beaucoup pondre mon livre, là. Ouais. Mais ça, c'est un challenge. Ça. C'est souvent quelque chose, c'est un projet souvent à long terme. Oui, c'est plus à long terme, mais c'est dans les projets qui s'en viennent, définitivement. Super, on va suivre ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir, c'était vraiment cool. Le fun. C'était le fun. J'ai bien aimé ça. Merci. Génial. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.